et à tous. Aujourd'hui, pour notre petite vidéo du jour, on va traiter d'un format qui, ma foi, n'est pas assez exploité, je pense, en philosophie. Et je vais vous montrer justement ce qu'on peut faire avec ça. Et je vais parler d'un jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, je vous invite peut-être, quand vous aurez du temps, à voir si vous pouvez y jouer. Il s'agit de The Last of Us, un jeu qui est sorti en 2013 sur l'ancienne génération de consoles, donc PlayStation 3, etc., qui a été refait et dont la suite va sortir normalement, je crois que c'est fin mai de cette année. Alors, The Last of Us, bien entendu, les circonstances s'y prêtent, c'est l'histoire d'un monde dans un univers qu'on appelle post-apocalyptique, où, suite à une infection de zombies, vous devez survivre dans ce monde hostile. Ça, c'est, si vous voulez, le contexte général de cette œuvre. Alors, un peu plus dans le détail. Donc, je suis désolé pour cela, mais la vidéo que je vous ai jointe, c'est la fin du jeu, la toute fin, la dernière cinématique. Alors, bien entendu, si on n'a pas fait le jeu, c'est difficile de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, il faut savoir une chose, c'est que The Last of Us s'ouvre dans une scène où on joue une petite fille qui s'appelle Sarah et qui est toute seule chez elle en pleine nuit, son papa est parti, et très très vite vous vous rendez compte que des gens sont infectés par un virus inconnu. Ce qui se passe, c'est que votre père arrive, il vous défend contre un zombie, vous jouez la petite fille, jusqu'à la fin, la première scène, où vous mourrez. La suite se passe au moins 10 ans après, peut-être 15 ans après, et vous incarnez Joel, donc le père de la petite Sarah, qui se débrouille un peu, qui magouille dans ce monde-là, où au fond c'est l'armée qui contrôle tout. Et vous apprenez au fur et à mesure ce qui se passe, comment le monde est régi, et quels sont les contre-forces ou contre-pouvoirs qui existent. Avec notamment un groupe très intéressant qui s'appelle les Lucioles. Donc Joël, d'un côté, et de l'autre, une jeune fille adolescente qui s'appelle Ellie, et qui forcément, malgré lui, va lui rappeler de plus en plus sa propre fille qu'il a perdue. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la petite Ellie a une spécificité par rapport à n'importe qui d'autre dans ce monde, c'est qu'elle a été mordue. Mais elle ne s'est pas transformée en créature. Elle a survécu et elle est complètement normale. Et pour les Lucioles, donc ce groupe un peu terroriste qui ils veulent mettre la main sur la fille. Et votre but à la base, c'est d'escorter la petite Ellie à travers le territoire pour que on puisse peut-être trouver un remède. Et à la fin, vous la livrez aux Lucioles. Bien entendu, vous nouez une relation père-fille vraiment puissante émotionnellement avant tout cela. Et vous vous rendez compte en fait que la petite fille, pour qu'un remède puisse exister, doit être complètement sacrifiée et charcutée. Et ça ne pose apparemment aucun problème au groupe des Lucioles que de faire ça. Et quand Joël, donc votre personnage, apprend cela, rien ne va plus, et il prend toutes les armes qu'il a à disposition, et votre but c'est de tirer sur tout le monde pour parvenir à sauver celle qui est devenue au fond comme votre fille. Ce qui m'intéresse, et c'est pour cela que je dis que c'est pas une fin heureuse, donc vous, au fond, vous sauvez Ellie des griffes des Lucioles, mais donc quelque part en faisant cela, vous condamnez l'humanité à ne pas avoir le remède nécessaire pour sa survie. Mais ce qui est peut-être pire, au fond, c'est le mensonge sur lequel va se bâtir la nouvelle relation entre Joël et Ellie. Il lui dit, ça vous l'avez vu, il y en a d'autres comme toi, ou c'est pas la bonne solution, au fond, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Ce qu'il ne lui a pas dit, c'est que c'est la seule, bien sûr, à être dans ce cas-là, mais également que, loin de ne pas marcher, ça aurait pu marcher, mais ça lui aurait coûté la vie. Et ça, il a refusé de l'accepter, et il refuse tellement de l'accepter qu'il refuse même de lui dire et d'avouer au fond ce qu'il a fait. Parce que forcément, imaginez le dilemme moral. Si on vous dit que vous êtes la clé de sauver l'humanité, mais que pour cela vous devez mourir, on a, si vous voulez, au moins deux attitudes possibles. Une attitude égoïste, d'un côté, où vous direz comme
crois que c'est Louis XIV qui disait ça, mais après moi le déluge. C'est-à-dire, au fond, c'est ma personne qui compte d'abord, et tout le reste, écoutez, on s'en fiche un peu. C'est moi qui compte. Donc ça, c'est l'approche égoïste. C'est ma personne avant les autres. Et bien sûr, deuxième approche, ce serait l'approche dite altruiste, où forcément, vous faites le compte entre numérique, hein, une personne, moi, et tout le reste. Vous vous dites, bon, ben, c'est quand même le bien de l'humanité qui doit passer avant moi, et donc j'accepte volontiers d'être l'objet d'un sacrifice. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu des considérations morales en fait par rapport à la situation d'Ali. Mais justement, vu qu'on va rester sur le champ de la morale, ce qui m'intéresse davantage ici, c'est la question de la vérité et du mensonge. En effet, Joël ment délibérément à Élie à la fin. Est-ce qu'il a raison de mentir? Plus généralement, peut-on avoir de bonnes raisons de mentir? C'est une question que je trouve très intéressante et on va explorer rapidement cet aspect-là. Il y a un auteur que vous connaissez qui s'appelle Emmanuel Kant, un auteur allemand du XVIIIe siècle, qui a écrit un petit opuscule qui est en réponse en fait à un autre auteur français, Benjamin Constant, qui s'appelle D'un prétendu droit de mentir par humanité. En vérité, le titre, même s'il est un peu pompeux, dit déjà tout. C'est-à-dire que, est-ce qu'il existe un droit de mentir, et ce droit-là serait au fond justifié par une volonté humaine, humaniste, une volonté de bien faire? Est-ce qu'il y a au fond de bonnes raisons de mentir? Kant est hyper catégorique. Selon lui, et il prend un exemple que je vais vous détailler, hein, il n'y a pas de bonne raison de mentir, dans aucune circonstance que ce soit. Et pourquoi? Alors il prend l'exemple de quelqu'un, en fait, il imagine que vous êtes chez vous, et on toque à la porte. D'accord? Vous ouvrez, et on voit une personne qui vous dit écoutez, je suis innocent, est-ce que vous pouvez me cacher parce que quelqu'un me recherche pour me tuer, et si vous ne m'aidez pas, je vais passer à la casserole. Donc, vous acceptez bien sûr de cacher cette personne, et vient ensuite le poursuivant qui vient toquer chez vous. D'accord? Et il vous demande, est-ce que vous avez vu un tel, est-ce que il serait passé par là, etc., etc. Et c'est là, au fond, que pour Kant, tout se joue. Pour Kant, si vous répondez à la personne que vous n'avez pas vu celle qu'il recherche, vous faites erreur. Quoi, au fond, la vérité passerait-elle avant la vie de quelqu'un? Ça, c'est la vraie question, au fond, qui se pose par rapport à Kant. Eh bien, tout simplement pour Kant, et c'est en fait un argument qui marche chez lui pour tout ce qui touche à la morale, c'est que pour juger d'une action du point de vue de sa moralité, il faut en fait la généraliser. C'est ce qu'on appelle aussi l'universaliser. C'est-à-dire que pour savoir si je peux faire ça, ou plutôt si je dois faire cette chose, il faut que je me pose une question. Si je généralise cette action à tous les autres êtres humains sur la planète, est-ce que le monde serait tenable si tout le monde fait la même chose? Donc, par exemple, si on prend une action toute simple, hein, si je donne une pièce à quelqu'un dans la rue, si je généralise ce qu'on appelle la maxime de mon action, c'est-à-dire la règle sur laquelle je vais suivre mon action. Si je généralise ça, le monde qui va m'apparaître mentalement m'apparaît complètement tenable. Oui, si tout le monde fait un effort de générosité et d'altruisme par rapport à autrui, oui, c'est moral. Par contre, si je généralise l'action au nom de laquelle je vais mentir à quelqu'un, et Kant nous dit c'est pas les raisons qui vont au fond sauver mon action du fait d'être immoral ou amoral. Si je généralise le fait de pouvoir mentir, donc de pouvoir déroger à la règle selon des cas exceptionnels, je généralise ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve dans une société où le mensonge est possible, et donc, quelque part, toutes les promesses, tous les contrats que nous qu'on signe au quotidien, tous les engagements qu'on prend, toutes ces choses-là s'effondrent parce que vous pouvez, à tout moment, faire des faux serments, faire des fausses promesses, ce qu'on appelle des parjures. Et dans ce cas-là, le monde qu'on a, c'est un monde où la confiance n'existe plus. Et dans ce monde-là,
on voit mal comment on peut continuer à être moral si les gens ne font plus confiance. C'est pour ça que Kant, de manière très polémique et très catégorique, récuse toute possibilité de mentir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur Game of Thrones, mais c'est ce qu'on appelle une approche purement déontologique. C'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est le respect d'un principe, d'une règle stricte et simple. Il y a un devoir de vérité. Et quelque part, cette cinématique finale de The Last of Us nous montre bien que... nous montre un peu l'aspect polémique et difficilement... ouais, c'est difficile de choisir en fait sur ce qu'on doit faire dans une situation particulière. Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité aux personnes? Et dans le cas d'Ellie, est-ce qu'il ne vaut mieux pas pour elle ne pas savoir au fond ce pourquoi elle était dans cet hôpital et qu'on voulait la sacrifier? Est-ce quelque part, est-ce qu'il y a des vérités dont on peut se passer? J'avoue que on verra bien dans le deuxième volet de cet épisode si Ellie apprend un jour ce qui s'est passé. Mais il y a d'autres philosophes en fait, qui se sont penchés sur cette question et que je peux aborder rapidement, hein, après tout, et qui sont plus modernes. Notamment un auteur allemand du XXe siècle qui s'appelle Hans Jonas, donc Jonas, d'accord, en français, qui a réfléchi sur des questions en fait très modernes, même très contemporaines, qui sont encore discutées, hein, où selon les pays il n'y a pas les mêmes droits et les mêmes avancées en la matière. C'est la question notamment de la fin de vie et de l'euthanasie. Et Jonas réfléchit sur des questions très simples, à savoir, très simples, des questions importantes, à savoir, est-ce qu'on a un devoir de vérité? Est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qui va bientôt mourir qu'il va bientôt mourir? Est-ce qu'on peut, au fond, se dire, est-ce qu'on, si vous voulez, on parle toujours dans la religion, notamment chrétienne, du mensonge par omission. C'est-à-dire qu'on ne ment pas explicitement, mais on se réserve le droit de ne pas dévoiler, divulguer certaines données pour ne pas blesser une personne. C'est un mensonge quand même, selon ces doctrines-là, mais est-ce que le mensonge par omission ne peut pas avoir certaines vertus sur, typiquement ici, le temps qu'il reste à vivre à la personne? Elle sait qu'elle est malade, mais elle ne sait pas à quel point elle est malade. Est-ce que lui dire va avoir des débouchés, des conséquences positives sur le temps de vie qui lui reste, par exemple? Ou est-ce qu'on estime que, de toute façon, il vaut mieux la laisser profiter de la vie pour le temps qui lui reste, et donc d'accorder une certaine vertu, non pas au mensonge en tant que tel, mais une vertu au fait de ne pas tout dire? Il y a bien entendu, c'est, je pense, une réflexion qui peut s'appliquer à beaucoup d'informations qui peuvent circuler hein, sur Internet ou même à la télévision. Parfois, des choses n'ont pas à être cachées, mais n'ont pas à être dites ou promues à ce point. Et je pense que The Last of Us, en tout cas cette scène finale que je trouve très puissante, permet d'interroger précisément la question du devoir de vérité envers les personnes, et au fond, quelque part, mais est-ce que c'est pas le propre d'un monde justement post-apocalyptique, où les règles de l'ancien monde ne tiennent plus vraiment? Est-ce que dans ce nouveau monde-là, les règles de la morale traditionnelles telles qu'on les a toujours connues tiennent encore? Et c'est, je pense, une question qui traverse un petit peu toute la galaxie de ces œuvres-là qui traitent du monde d'après, que ce soit la série The Walking Dead, que ce soit ce jeu-là, et j'en passe. Hein, est-ce qu'on peut vraiment refonder les choses sur les mêmes principes politiques, les mêmes principes moraux, et même pourquoi pas les mêmes principes esthétiques? Voilà tout ce que je pouvais vous dire à peu près sur ce jeu. Je ne vais pas m'étaler davantage. En tout cas, si vous êtes curieux, je sais qu'il existe des let's play sur YouTube, hein, où à défaut de pouvoir y jouer, vous pouvez au moins voir ce qui se passe dans le jeu, des cinématiques, pourquoi pas. Et il y a même, je crois, une compilation de toutes les cinématiques du jeu, donc vous pouvez presque voir le jeu comme un film. Ça dure 1h30, il me semble. Donc pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez ici constater que sur des supports qu'on estime moins dignes d'être réfléchis, on peut dire et poser des problèmes philosophiques majeurs.